Bonjour à toutes et à tous, je suis Paul Grasset, étudiant en L3 STAPS Management à Dijon, et je suis ici pour vous présenter l'émission Web Télé dans laquelle nous allons vous expliquer et vous décrire la filière STAPS entraînement sportif. Je serai accompagné de Fontania, responsable de la promotion depuis maintenant 4 ans, et d'un professionnel, Vincent Condé, coordinateur sportif et entraîneur au Handball Club Varois Arc. Au niveau du format de cette émission, nous verrons d'abord le contenu de la formation et ensuite nous nous intéresserons au parcours de M. Condé. Si vous voulez interagir avec nous et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat YouTube. Nous les traiterons avec intérêt et nous essaierons d'y répondre au mieux. Je vous laisse la parole pour décrire votre formation. Alors, la filière entraînement, elle commence en deuxième année, au deuxième semestre de la deuxième année, par le choix de la filière entraînement, la mention entraînement en deuxième année, et elle se concrétise en cinquième semestre, au sixième semestre, en troisième année, pour avoir l'obtention de la licence avec la mention entraînement sportif. Alors, la particularité de la licence entraînement à Dijon, c'est qu'elle permet aux étudiants de choisir soit un parcours entraîneur classique, mais aussi leur donne la possibilité de choisir, faire un choix entre les deux, le parcours préparateur physique. Le parcours préparateur physique se fait en lien avec le centre d'expertise de la performance Gilles Cometti. Et donc les étudiants qui choisissent ce parcours, en même temps ont leur licence entraînement à Dijon, ils peuvent valider leur première année de DU préparation physique. Voilà. Ça, c'est vraiment un point fort de cette formation, c'est que le DU est obtenu en même temps que la licence. Enfin, la première année de DU est obtenue en même temps qu'on obtient sa licence, si on a choisi le parcours préparation physique. Alors, tous les ans, il y a à peu près 90 étudiants dans cette troisième année de la filière entraînement. Et on a, selon les années, entre 40, soit c'est panaché, 50% d'entraîneurs, 50% de préparateurs physiques, soit on a souvent un peu plus de préparateurs physiques que d'entraîneurs, puisque bon, c'est quand même un gros point fort de Dijon d'avoir cette double formation, cette double compétence. Après l'année de licence entraînement, les étudiants peuvent candidater au Master 1 et OPS, entraînement et optimisation de la performance sportive, qui est la continuité, la suite de cette licence entraînement, et donc qui leur donne un diplôme par Bac plus 3, mais à Bac plus 5. La deuxième spécificité de notre formation entraînement sportif à Dijon, c'est le fait d'avoir intégré dans la formation des compétences qui nous semblaient importantes pour un entraîneur, mais qui d'habitude dans le milieu sportif sont plus des compétences qu'on donne aux dirigeants. Donc on a dans cette UE entraînement sportif des UE, dans cette formation, dans cette licence entraînement sportif, on a des UE, une au premier semestre et une au deuxième semestre, qui sont des UE de management, c'est-à-dire que ce sont des UE où là, on va essayer de développer des compétences qui sont nécessaires aussi à l'entraîneur et qui sont des compétences qui dépassent ce qu'on fait sur le terrain. Donc, mettre en place des projets, mettre en place des échéanciers, des rétro-plannings, conduire des réunions, être un agent de développement du club. Ça ne se fait pas que sur le terrain, ça se fait aussi en essayant d'avoir une vision de ce qu'on peut faire dans le club au niveau du management, organiser un tournoi, organiser des galas, etc. Ça nous semblait important que dans la formation, et ces compétences-là de management et pas seulement d'entraînement. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années dans notre formation. Voilà. Alors après, on peut rentrer un peu dans le détail de la formation. Donc les premières UE au premier semestre, au deuxième semestre, ce sont les UE de management et aussi des connaissances sur la législation, hein, puisqu'on souhaite aussi que les étudiants soient capables de faire des projets de développement, des projets, faire des dossiers de demande de fonds, des dossiers de partenariat, d'être capable d'écrire des lettres pour réserver des installations, toute cette partie administrative. Donc ça, c'est les premières UE. Les deuxièmes UE, 52 donc, et 62, au cinquième semestre et au sixième semestre, premier trimestre de la L3 et deuxième trimestre de la L3. Ce sont des UE fondamentales avec des connaissances là assez théoriques.
donc sur la force, sur la souplesse, sur toutes les qualités physiques, sur la prépa mentale, la psychologie de l'entraînement, sur la prise d'information, la prise de décision, et aussi des compétences sur le positionnement de l'entraîneur dans son environnement, c'est-à-dire les choses à respecter pour travailler en équipe, avec un staff, pour avoir une position et des connaissances sur à quel moment on spécialise les jeunes dans les clubs, ou quels sont les dangers d'une spécialisation précoce, par exemple. Ça, c'est dans l'UE, dans la deuxième UE de l'année. La troisième UE, c'est l'UE projet professionnel, où on aide les étudiants à construire leur projet professionnel. Et c'est aussi l'UE langue, hein, puisque c'est très important dans le domaine de l'entraînement d'avoir des étudiants qui parlent l'anglais, c'est l'anglais, parce qu'on a beaucoup d'étudiants en sortant de l'UFR-STAPS qui vont travailler à l'étranger. On a des moniteurs de tennis, on a du travail aussi avec la Suisse, on a des étudiants qui partent au Canada. On ne fait pas que de rester en France à l'issue de la L3. Voilà, la quatrième UE, c'est la spécialité, c'est-à-dire que cette licence entraînement, elle s'appuie sur une spécialité, donc un sport qu'on étudie plus en profondeur. Et la cinquième UE, donc c'est soit le choix entre la préparation physique ou l'entraînement. Voilà au niveau des contenus. En ce qui concerne les débouchés, attention, beaucoup de personnes pensent qu'on a que des débouchés dans l'entraînement sportif, mais c'est pas faux, hein, c'est notre priorité. On a aussi de plus en plus d'étudiants qui se dirigent vers les métiers de pompiers, les métiers de gendarmerie, les métiers de la police, les métiers même après qui sont un peu plus profession libérale. On a de plus en plus de coachs, de préparateurs physiques en profession libérale, des moniteurs de tennis, des moniteurs de plongée, etc. On touche vraiment tous les métiers, des analystes vidéo qui continuent, mais pas seulement, vraiment, c'est pas que des entraîneurs et des préparateurs physiques. Voilà, pour faire une présentation sommaire, mais exhaustive quand même de cette filière entraînement. D'accord, merci de votre réponse. Moi, j'aurais une question pour vous. Quelles sont les grandes différences entre la filière entraînement et la filière préparation physique et mentale? Alors, on a un petit peu de préparation mentale et un petit peu de préparation physique au niveau de cet L3 entraînement, mais on est quand même à un niveau de compétence qui est Bac+3. Et tout ça mérite d'être peaufiné, d'être amélioré, si l'étudiant le souhaite, en continuant par un DU prépa mentale ou un DU prépa physique. Alors, ceux qui ont déjà choisi le parcours prépa physique ont déjà leur première année, donc il leur reste à finir leur deuxième année, qui est une mise en stage professionnel, et en ce qui concerne la prépa physique. Et en ce qui concerne la prépa mentale, s'ils veulent se lancer dans cette voie, qui est une voie en pleine expansion dans le monde du sport, c'est bien qu'ils complètent leur formation de L3 par le DU, par exemple, de coaching et de performance mentale qu'on organise à l'UFR-STAPS de Dijon. Voilà. Et auquel ils ne peuvent accéder que lorsqu'ils ont leur L3. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plus complet et aux 500 heures de formation, 535 heures de formation de la L3, là on rajoute vraiment 200 heures de formation à ce DU, 200 heures, plus de 200 heures même, vraiment que sur la prépa mentale. D'accord. Très bien, merci. Tout à l'heure, vous nous aviez parlé du management. Oui. Est-ce que vous travaillez sur des projets en management avec l'entraînement sportif? Alors, les étudiants qui sont en L3 entraînement doivent entraîner dans leur club, dans leur association, mais doivent aussi mettre en place une organisation, un événement dans leur lieu de stage. Donc, ils ont 2 stages à faire au cours de cette année de L3. Ils ont un stage en entraînement et un stage en management. Donc là, les stages sont très très divers, hein. On a des étudiants qui développent des sites internet ou la newsletter pour leur club, on a des étudiants qui organisent un tournoi, on a des étudiants qui sont engagés sur leur aide de l'université, on a des étudiants qui
qui propose même des choses encore plus originales. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, il s'agit d'organiser un événement et d'apporter une plus-value dans la structure dans laquelle ils interviennent, mais en termes de mise en place d'un événement qui ne se ferait pas si l'étudiant n'était pas là. Il faut que ce soit quelque chose qui est mis en place vraiment par l'étudiant. Il ne s'agit pas de tenir une buvette à la fin de l'année ou de faire une petite intervention comme ça. Il faut vraiment mettre en place un bel événement pour le club. Donc, par exemple, en gymnastique, vous avez des étudiants qui organisent le gala de fin d'année en gymnastique. Voilà, on a des étudiants qui organisent des nuits du futsal, on a des étudiants qui organisent des compétitions, des tournois, des choses comme ça. Donc, c'est des belles organisations la plupart du temps. J'ai une autre question. Au niveau de l'entraînement et tout, il n'y a que du terrain ou Alors, au niveau de l'entraînement, le terrain, c'est leur stage. D'accord. D'ailleurs, cette année, on a beaucoup d'étudiants qui sont en alternance. Je voudrais dire que cette filière de L3 entraînement, elle est très, très intéressante et elle est ouverte à l'alternance. C'est-à-dire que l'étudiant peut très bien être dans un club, dans une association, et en même temps suivre ses études. On essaye d'organiser au mieux son temps de travail et son temps d'intervention pour que vraiment il développe une compétence d'entraîneur sur le terrain et qui bénéficie des cours théoriques sur l'entraînement à l'UFR STAPS. Donc c'est une voie en pleine expansion. On avait 3 ou 4 alternants l'année dernière. Cette année, on a à peu près, je crois qu'on a 17 ou 18 alternants sur 90 étudiants. C'est des étudiants qui sont dans les associations, dans les ligues, dans les comités, dans les districts, et vraiment qui peuvent, à l'issue de leur alternance, obtenir un poste, obtenir un emploi, s'ils ont donné satisfaction à la structure dans laquelle ils étaient en alternance. D'accord, merci. Je pense que tout ceci était très clair. J'espère. Merci beaucoup en tout cas. On va maintenant passer au parcours de notre ancien professionnel, donc Vincent Condé, qui va nous décrire... Ancien étudiant. Vincent Condé qui va nous décrire un petit peu son parcours professionnel et en quoi cette filière a aidé dans son parcours. Bonjour, j'ai effectivement fait plusieurs licences à Dijon. J'ai fait en premier temps la licence éducation motricité avant de passer sur la licence entraînement sportif. Il y a de ça bientôt 10 ans, je crois. Donc je suis passé à l'UFR STAPS à Dijon. J'ai fait plusieurs formations par la suite. J'ai complété cette formation-là par un master à Nice en préparation physique et réathlétisation. Mais c'est plus vraiment le cœur de mon métier maintenant. J'ai fait la formation avec un parcours d'athlète et maintenant je suis entraîneur dans le hand. Donc ça n'a pas été tout de suite le métier que je voulais faire. J'étais plus sur l'aspect préparation physique et j'avais pas vraiment de sport de prédilection dans lequel je voulais intervenir. Et c'est au cours de la licence, quand j'ai eu un tuteur qui m'a dit « Ah tiens, t'es en STAPS, est-ce que tu as envie de venir entraîner dans le handball ?» Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le handball, à travers la licence, par mes stages. Et ça fait 12 ans que je suis entraîneur maintenant, sans y avoir vraiment participé, en tout cas sans avoir été vraiment joueur de handball. Et je suis formé ensuite à travers la licence sur l'aspect management, sur l'aspect entraînement, les techniques diverses, comment ça s'appelle, les techniques diverses d'entraînement, les préparations de séances, l'organisation en général de la planification sur l'année, en rapport avec ce que je voyais en cours. Même si j'étais spécialiste athlète, j'ai réussi quand même à le replacer sur le handball. Et après cette formation-là, en complément, même en parallèle, je me suis formé, j'ai fait les formations fédérales qui étaient à l'époque animateur handball, entraîneur région, entraîneur interrégion.
j'ai fini ce cursus en passant à un DE, DE GEPS, entraîneur de handball, qui est fait par la fédération. Et ce qui maintenant complète en fait simplement la formation d'L3 entraînement, c'est vraiment l'aspect l'aspect formation fédérale. Il y a vraiment deux courants différents, je trouve, et en plus en ayant des élèves en L3 entraînement maintenant, des élèves, des stagiaires qui sont au club, en alternance, je me rends compte que l'aspect, la fac va donner un cours plutôt général, pluridisciplinaire, parce qu'il faut que ça colle avec tous les sportifs et tous les futurs entraîneurs qui cherchent à se former. Et après, vraiment se spécifier dans un sport, avoir une spécialité et être meilleur dans cette spécialité à travers la formation de DEGEPS. Ça, c'est pour l'aspect formation. Ensuite, j'ai fait de la même façon, je me suis spécialisé avec des diplômes d'animateur en fit, des diplômes sur l'arbitrage notamment, pour répondre à la demande de mon employeur. Et en même temps, moi, ça me fait plaisir aussi de voir beaucoup de choses différentes. En général, faire une même tâche toute la semaine, je ne vois pas le faire. Donc, ça colle plutôt avec mon caractère. Cependant, c'est heureusement que ça colle avec mon caractère. Sinon, cette formation-là n'aurait pas été complète pour pouvoir être embauchable. Pouvoir trouver un boulot dans le domaine. D'accord. J'ai une question pour vous. Est-ce que ça vous arrive, par exemple, d'intervenir ailleurs que votre club de handball? Handball, pardon, excusez-moi. Alors, je suis salarié à temps plein dans le club de hand de Varois-Arc. Donc, c'est dans le bassin dijonnais, c'est à 5 minutes de Dijon. Et à côté de ça, j'ai une micro-entreprise qui me permet de pouvoir travailler et de faire ce que j'aime le plus, en fait. Enfin, ce que j'aime le plus, ce pourquoi je me suis formé. Et ça me permet de compléter par rapport à ce que mon contrat de travail m'autorise à faire, on va dire. Dans mon travail normal, j'ai 60% de mon temps qui est consacré à de l'entraînement. Ça peut être ça va des moins de 17 championnats de France, j'entraîne des moins de 13 garçons, j'entraîne des moins de 11 filles, j'interviens dans des écoles, j'interviens sur des moins de 18 garçons. Et en fait, à la base, j'aime la préparation physique, donc je me suis dit, je vais ouvrir ma micro-entreprise de sorte à pouvoir démarcher et pouvoir travailler dans les domaines qui me plaisent, en plus de mon travail classique, on va dire, qui est compris dans mon contrat de travail. Donc, je suis micro-entrepreneur. C'est par ce biais que je suis rentré dans le milieu du travail, après en sortie de mes études. Ça m'a permis de pouvoir décrocher quelques heures par-ci, quelques heures par-là, dans ce sur quoi je m'étais formé, ne plus être bénévole pour ce sur quoi je me suis formé, mais être rémunéré pour ça. Donc, j'interviens quasiment pas tout à fait sur les mêmes thématiques, mais essentiellement sur la préparation physique et sur des tâches plus pointues qui ne sont pas forcément offertes, c'est pas forcément ça, mais plus pointues que dans un club, dans une association classique. D'accord. Au niveau des compétences que vous avez vues, est-ce que, par exemple, des choses que vous utilisez aujourd'hui dans votre travail, vous les avez vues auparavant dans votre formation? Alors, vu que j'ai plusieurs casquettes au final dans la semaine, sur l'aspect entraînement pur, ce sera tout ce qui est analyse du mouvement, analyse psychologique, c'est pas vraiment le cas, mais arriver à me dire cette athlète est plutôt il faut qu'elle réfléchisse pour trouver la solution motrice, et j'en ai d'autres qui vont plutôt devoir vivre la situation et avoir un problème posé par rapport à la situation pour trouver la même réponse motrice derrière. Donc c'est l'analyse de chaque profil de joueuse, parce que j'entraîne essentiellement des filles.
c'est arrivé, la formation m'a appris à, à identifier ça. Et après, tout ce qui sera préparation de séance, organisation sur l'année des entraînements. Donc ça, c'est pour la partie entraînement. Sur l'aspect coordonnateur sportif, ce seront tous les outils numériques qu'on a quand même approfondis, qu'on approfondit automatiquement en faisant les rapports de stage, en utilisant certaines ressources pour les cours en soi. Mais tout ça, ça me sert au jour le jour. Ce que j'utilise, c'est simplement Excel, les tableurs qui permettent d'organiser clairement tout ce qu'il y a programmé sur la saison. Donc, que ce soit la préparation physique, que ce soit les entraînements, que ce soit la planification sportive. Et à l'échelle du club, ça permet aussi de pouvoir planifier tous les matchs de toutes les équipes, les arbitrages qui en découlent, les transports qui en découlent, les ressources humaines qu'il y a besoin autour de ça. Donc pour gérer au handball, on a besoin de responsables sur les tables de marque notamment. Qu'une équipe joue à domicile ou à l'extérieur, on a besoin de ces ressources humaines en permanence. Donc ça fait aussi partie de mon travail de recruter des bénévoles et tout ça à travers ce que j'ai pu voir en cours, que ce soit le fait de parler devant un public, le fait de devoir organiser ce genre d'événement, de ce genre de ressources humaines, cette gestion-là. J'ai eu les bases en tout cas grâce au STAPS et grâce au stage que j'ai pu faire directement en lien avec ces formations-là. D'accord, merci. Dans la formation, il y a aussi du management. Vous, à quelle échelle vous utilisez le management dans votre emploi? Je dirais que c'est 30% de mon temps. J'ai 60% de mon temps sur de l'entraînement pur, de l'animation ou entraînement en fonction des catégories. Par contre, sur l'aspect management, gestion de ressources humaines, ce sera la planification de matchs, les arbitrages, des transports. Ça prend au moins 30% de mon temps. Et après, en fonction des semaines, j'ai des variables d'ajustement de sorte à pouvoir, parce que des fois, je vais avoir un gros besoin lors d'un stage, lors d'une organisation d'événements. Je vais avoir besoin de dédier beaucoup de temps sur ces tâches-là en particulier. Et donc, là, c'est à peu près ça le rapport que je trouve aujourd'hui. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres idées de poursuite d'études, de formation? Alors, j'ai des formations formelles que j'ai en tête. J'ai des formations informelles. Donc, au jour le jour, j'utilise beaucoup les podcasts pour me former, pour apprendre des choses, pour entendre tout ce qui se dit de nouveau ou non, plus ou moins dans ma thématique tout de même, sur la préparation physique, sur l'entraînement, et des formations plus formelles, plutôt des formations fédérales, parce que la Fédé de hand, surtout depuis le Covid, a essayé de beaucoup bouger ses formations et arrive à proposer des contenus qui m'intéressent plus. Donc maintenant, ça s'appelle le titre 6, c'est vers l'entraîneur d'équipe professionnelle ou en tout cas formé en direction de la performance. Et donc j'ai certaines formations dans ce domaine-là qui m'intéressent et vers lesquelles je risque d'aller dans ces prochaines années. Si je peux me permettre, je trouve que c'est très important ce que Vincent dit, c'est qu'il faut vraiment que les étudiants qui sont intéressés par cette formation en STAPS, cette formation en entraînement, qui débouche sur plein de choses, même vous avez parlé de l'arbitrage, on a des juges internationaux en gymnastique, on a des arbitres professionnels qui sont sortis de la L3 entraînement, dont un va bientôt même arbitrer la finale de la Ligue des Champions, il est passé par Dijon dans la filière entraînement. C'est très important que les étudiants qui s'engagent dans cette filière-là
comprennent qu'il faut qu'ils associent à cette formation à Dijon des formations fédérales. C'est très important de compléter ou d'enrichir, soit par l'université, soit par le monde fédéral, la formation. Parce que quelqu'un qui va intervenir, qui va entraîner dans un club, il dépend d'une fédération. Et cette fédération reconnaît aussi, pas seulement les diplômes universitaires, mais aussi ses diplômes fédéraux. Et ces diplômes fédéraux, ils sont très complémentaires de la formation universitaire et le tout forme vraiment des gens compétents. Donc ça, c'est très, très, très important. Très important de ne pas compter que sur l'universitaire ou à l'opposé, pour d'autres qui ne seraient pas à l'université, de compter que sur le fédéral, parce qu'il y a vraiment une complémentarité entre les deux. Voilà. Je voulais dire aussi, parce que Vincent a parlé du haut niveau, que la filière entraînement à Dijon, elle accueille bien sûr les sportifs de haut niveau par l'intermédiaire du pôle d'excellence des pratiques sportives qui est organisé et qui facilite les études des étudiants qui sont des athlètes de niveau, qu'ils soient sur liste nationale vraiment recensée ou qu'ils soient des athlètes de haut niveau, régional, interrégional, qui auraient besoin qu'on les aide pour concilier leurs études avec leur haut niveau interrégional, voire national de pratique. Eh bien, sachez que tout est mis en place pour les aider, aussi bien d'un point de vue administratif, en leur permettant de pouvoir garder des notes, par exemple, en leur permettant de pouvoir se rendre sur leur compétition et de s'absenter des cours, mais aussi au niveau scolaire, avec possibilité universitaire, avec possibilité d'avoir du soutien, possibilité d'avoir un hébergement en partenariat avec le Crous. C'est très très important de dire que la filière entraînement à Dijon, depuis de nombreuses années, elle est très attentive aux étudiants qui ont un parcours de haut niveau et qu'elle met vraiment tout en place pour leur permettre de réussir à leur double objectif professionnel avec une formation universitaire et sportive avec la possibilité de s'entraîner, d'être libéré pour s'entraîner et aussi d'être libéré pour les compétitions. Merci. Vincent, est-ce que ça vous arrive de faire de l'événementiel dans votre emploi? Par exemple, des matchs ou d'autres types d'événements? Alors, la réponse est oui. La particularité de mon emploi, c'est que sur le club de Varrois Arc, on a un tournoi de fin d'année sur herbe qui est reconnu depuis très longtemps parce que cette année, on organise la 43e édition de ce tournoi. Donc, c'est un événement festif, c'est un événement qui, une fois réussi, permet d'avoir une fidélisation des joueurs. Et un tournoi réussi, ça peut permettre d'avoir une joueuse, un joueur qui re-signe automatiquement pour l'année d'après, juste parce que cet événement il est réussi. Donc je participe à l'organisation de ce tournoi-là parce que c'est une grosse machine qui accueille jusqu'à 1000-1500 joueurs. Donc c'est énorme et je ne pourrais pas l'organiser tout seul, c'est certain. Donc mon travail autour de cet événement, c'est essentiellement la communication. Établir une stratégie pour savoir vers qui il faut communiquer pour inviter les joueurs et pour que les équipes s'inscrivent. Et en même temps, le recrutement de bénévoles, le recrutement de ressources humaines pour que l'événement se tienne. Parce qu'en amont, on a besoin d'être une équipe de 10 à 15 personnes pour organiser l'événement dans sa globalité. En pratique, il y a besoin d'être jusqu'à 150 bénévoles. Donc mon boulot, il est aussi d'organiser le recrutement de bénévoles pour cet événement-là, ce jour-là, et faire en sorte de communiquer à tout le monde pour chacune de leurs tâches et chacune des missions qui va devoir y avoir pour le jour même. Pardon. D'accord. Tout à l'heure, vous nous aviez dit que vous cherchiez des bénévoles. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur comment se déroulent les matchs ainsi que les arbitrages? Sur le jour même? Sur le jour même et même en avant. Et alors,
On va commencer chaque début d'année, ou en tout cas en fonction des catégories. On a des championnats qui sont tirés, qui sont organisés par le comité de Côte d'Or ou la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, voire la Fédération française de handball, en fonction du niveau sur lequel on est engagé. À partir de ces tirages au sort, en tout cas à partir de cette organisation, sortent des championnats. Mon travail, c'est d'organiser déjà tous ces matchs, donc de savoir quels gymnases sont dispo pour pouvoir placer tel et tel match en amont. De même que de réceptionner les matchs des équipes adverses une fois qu'ils sont planifiés. Il faut encore communiquer auprès des coachs sur les transports qu'ils vont devoir utiliser pour se déplacer. Donc, en fonction du niveau de jeu, ce sera aussi le nombre d'officiels qu'il faut amener, le nombre d'officiels formés aussi. Quand on joue sur le niveau de championnat de France, il nous faut des officiels formés pour tenir le chronomètre et pas seulement être licenciés bénévoles. Donc ça, c'est pour la saison en elle-même. Et après, pour un match en particulier, ce sera savoir qui m'accompagne pour tenir la table, convoquer les joueurs. Convoquer les joueurs, ça veut dire les informer à l'entraînement, mais c'est aussi informer les parents, informer les parents dirigeants de qui est convoqué, qui doit se déplacer, qui monte avec qui dans quelle voiture ou quel minibus. Et ça, c'est aussi passer du temps sur le match. Et après, le jour du match, ça reste de la planification basique, mais c'est à quelle heure on doit partir pour arriver à quelle heure sur le lieu de compétition. Et tout ça, ça doit s'organiser le mieux possible à l'avance. D'accord, merci. Moi, j'ai une question aussi pour vous, Monsieur Tayana. En ce moment, pour nous, ce qui nous préoccupe quand on va sortir de la filière STAPS, c'est la facilité à trouver un emploi. Est-ce que, en tant que référent de cette formation, vous pensez qu'il est facile de trouver un emploi après celle-ci? Disons que les étudiants qui ont vraiment un projet fort, leur employabilité, elle découle quasiment de suite, puisque déjà ils ont certainement fait un bon stage, ou alors ils sont déjà alternants, ou alors ils sont déjà très impliqués dans leur club. Donc là, les clubs veulent absolument les garder, et même des fois contracter avec eux. Et bon, là, c'est plus compliqué si l'étudiant, il n'a pas vraiment de projet, il ne sait pas trop où vouloir aller. Donc ça, c'est vraiment quand même une donnée qui est importante. Alors, les récentes études qu'on a fait, parce qu'on essaye de voir sur une cohorte d'étudiants qui est rentrée à l'UFR STAPS à 2 ans après, 4 ans après, 6 ans après, qu'est-ce qu'il en est devenu. On a quand même des très très bons résultats. Tous ne sont pas dans l'entraînement. Mais là, sur la dernière cohorte qui a été analysée par les services de l'université, avec un pourcentage de réponse de 68% d'étudiants qui ont répondu à 4 ans après être sortis de la licence entraînement, il y en avait seulement 4 sur 92 qui n'avaient pas de travail. Donc, après, on peut avoir très bien des gens qui travaillent en tant que commercial dans une enseigne de vêtements de sport. On peut aussi avoir des métiers qui ne sont pas directement en lien avec l'entraînement, mais on a quand même une belle employabilité. Voilà. Et même pour les étudiants qui sortent avec le master. Et du coup, vous, Monsieur Condé, pour quelqu'un qui est employé après la formation, est-ce que vous pensez que c'est simple de trouver un emploi après cette formation STAPS? Alors, simple, moi, mon cas particulier fait que à la suite de mon dernier stage, j'étais sur une thématique particulière qui approchait la préparation physique dans le hand et mon parcours d'athlète. J'ai quelqu'un qui m'a remarqué, on va dire, et m'a proposé d'intégrer son club directement. Je suis passé par un service civique suite à ce stage. Il m'a dit que mon profil l'intéressait pour plusieurs choses. C'était mon organisation personnelle et le fait que j'amenais des thématiques nouvelles dans le hand, sur la préparation physique dans le hand et dans le hand féminin en particulier.
Donc mon cas en tout cas fait que j'ai pas eu beaucoup de difficultés pour trouver un emploi. Ça s'est découlé directement de ce stage, même si je suis passé par le biais du service civique et à la suite avec ma micro-entreprise en facturant des heures et en passant quelques temps sur un statut un peu précaire parce que j'avais seulement quelques heures facturées par le biais de ma micro-entreprise. Mais mon sentiment fait que j'étais prêt à être employable dès la fin de ce cursus. J'ai maintenant encore une question pour vous, Monsieur Tayana. Est-ce que vous pensez que le contenu de la formation entraînement sportif a évolué ces dernières années, par exemple, ces 10 dernières années? J'en suis convaincu. Moi, sur ces 5 dernières années de responsable de la filière entraînement, j'ai sans arrêt, tous les ans, fait des modifications de petite taille, des modifications de grosse taille, en étant de plus en plus précis sur ce qu'on demande et puis en intégrant, par exemple, ces derniers temps, les nouvelles technologies. Maintenant, on demande aux étudiants, par exemple, lors de la présentation de leur rapport de stage, de s'appuyer sur un montage vidéo de leurs joueurs ou de leurs athlètes en action, en montrant les progrès qu'ils auront permis de réaliser au cours de l'année. Donc ça suppose par exemple de maîtriser la caméra, la vidéo et les montages vidéo. Donc, par exemple, ça c'est un exemple. Et puis de plus en plus, on a aussi des nouvelles technologies, les GPS, les cardiofréquencemètres qui interviennent dans l'entraînement, donc mesurent des pulsations pendant l'effort, mesurent des déplacements avec les GPS. Ça, c'est du matériel qui s'est démocratisé, qui était très inaccessible au niveau financier il y a encore 4 ou 5 ans, mais maintenant qui se démocratise de plus en plus, donc qui devient à la portée même des plus petits clubs, qui n'est pas que l'apanage des clubs de haut niveau. Et donc, il faut qu'on reste dans le coup et qu'on forme ces étudiants à l'analyse de ces datas qui sont dont les étudiants, les sportifs actuels sont de plus en plus friands, avec les montres connectées. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Vous avez quelqu'un qui part faire un trail, qui part faire une course, dans la nature, tout de suite, sa montre lui donne des informations sur la durée de son parcours, le dénivelé, la dénivelée, sur son effort, l'analyse de sa fréquence cardiaque. C'est des données, quand on se plonge dans l'entraînement, qu'il faut connaître, parce qu'il ne faut pas que les athlètes qu'on entraîne soient plus calés que les entraîneurs. À un moment donné, c'est à l'entraîneur d'apporter une plus-value. Donc, c'est une bagarre continuelle d'adapter la formation à l'évolution du temps. Voilà, j'ai donné 2 exemples, je pourrais en donner d'autres. Rien que sur l'entraînement, déjà, les méthodes d'entraînement évoluent sans arrêt. On a des formations de prévention au dopage, par exemple, des choses comme ça. Ça évolue en permanence. Il faut absolument qu'on reste dans l'air du temps pour rester fiable et puis performant dans la formation. C'est clair. D'accord, merci. Vincent, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour les personnes qui sont aujourd'hui en filière entraînement sportif? Le conseil, ce serait de ne pas se fermer de porte en se disant que chaque thématique abordée vont pouvoir permettre de développer des compétences qui seront à un moment ou à un autre recherchées par les employeurs, en fait, par les associations, par les clubs qui vont chercher à employer. À un moment, on parlait de l'anglais et c'est vrai qu'étudiant, j'étais plutôt un cancre en anglais et en fait, je me rends compte que maintenant, j'ai une joueuse qui peut venir, en ce moment même, j'ai une joueuse qui vient des États-Unis et je suis obligé de lui faire l'entraînement en anglais. Donc, la chance, c'est qu'entre-temps, j'ai progressé et donc je m'en sers. Et voilà, il y a des cours qui, étant étudiant, n'avaient pas l'air d'être directement liés au métier que je voulais faire et que je pensais à faire. Et au final, me servent actuellement. Donc là, je prends l'anglais en particulier, mais tous les cours ont maintenant une incidence sur mon métier. D'accord. Et vous, Monsieur Tayana, est-ce que vous auriez des conseils pour des étudiants en entraînement sportif?
Conseil, vous savez, quand vous investissez dans l'entraînement, il faut être généreux. Il faut être généreux sur son implication, sur le temps passé auprès des athlètes et dans le club. Donc, je leur dirais, foncez, ne comptez pas vos heures, prenez un maximum d'expérience, entraînez les bébés nageurs aussi bien que l'équipe première de natation. Essayez de voir tout ce qui est possible d'entraîner dans le club. Ça vous donnera une compétence plus large et ne pensez pas qu'à l'équipe senior ou à l'équipe fanion du club. Essayez de vous former avec tous les publics qui vont de la jeune fille au jeune homme, aux adultes, aux loisirs, à la compétition, à moins de compétition. Et l'entraînement, c'est pas que la compétition et le haut niveau. On peut aussi très très bien s'en sortir en travaillant dans un club qui n'est pas d'un club de haut niveau. Alors peut-être au début, comme le disait Vincent tout à l'heure, avec un emploi aidé, mais petit à petit, les clubs se structurent et arrivent de plus en plus à embaucher, à mettre en place des CDI intermittents avec leurs entraîneurs, leurs préparateurs physiques, etc. Voilà, donc je leur dirais, voilà, soyez courageux, soyez généreux et formez-vous tout au long de votre carrière. Allez chercher les formations fédérales, complétez-les par des lectures. On a une foison d'ouvrages, on a une foison de sites internet qui permettent aujourd'hui aux étudiants de compléter la formation qu'ils ont eue, la formation initiale qu'ils ont eue, en restant au niveau et en se tenant au courant. Voilà. Regardez les matchs, regardez les compétitions de haut niveau à la télé, écoutez les commentaires. Voilà, il y a toujours des choses très très intéressantes. Pensez à la prépa mentale, qui est certainement quelque chose qui va énormément se développer dans les années qui viennent. Voilà. Essayez d'apporter une plus-value avec des nouvelles choses dans votre club, des choses qui ne se sont pas encore faites. Essayez de voir où là vous pouvez devenir indispensable, tellement indispensable que le club aura besoin de vous et que le club vous embauchera. Voilà ce que je pourrais leur dire. D'accord, merci. J'aimerais d'ailleurs vous remercier d'être venu, de nous avoir fait partager votre expérience. J'aimerais aussi remercier l'UFR STAPS, sans qui cette émission ne serait pas possible. Et j'espère que cette émission vous aura plu. Sur ce, au revoir. Au revoir. Au revoir.